Ce matin, on a vu la connaissance du Paris de la commune par l'étude extrêmement fine des quartiers, que ce soit d'ailleurs par les 20 arrondissements ou bien par les, encore de façon plus précise, par le quartier ou par la rue. Et en plus de cette approche fine, on met l'accent aujourd'hui sur la transformation sensible de Paris en 1871, que ce soit d'ailleurs la transformation visuelle dont Quentin Deluermoz a un peu parlé ce matin, avec la présence du rouge, des barricades, etc., ou la transformation sonore avec les crieurs de journaux, les chansons, la canonnade aussi d'ailleurs. Donc en 1871, finalement, la rue est investie, elle est transformée à un moment précisément où se développe une attention particulière au spectacle quotidien de la rue, au spectacle quotidien qu'elle offre. Et ça l'a conduit à s'interroger sur la manière dont les contemporains veulent rendre compte finalement de cet investissement et de cette transformation de la rue au quotidien. Alors, les contemporains, en fait, surtout les anticommunards. Pourquoi surtout les anticommunards? Parce que ils ont l'objectif de saisir la révolution et de saisir une révolution qui leur est étrangère, donc de la dire et non de la faire. Et il se place donc en observateur et en spectateur. Et en cela, je renvoie aussi à ce qu'a dit Quentin Deluermoz ce matin, puisqu'il a cité Henri Dabo, qui précisément est un anticommunard. Et ce n'est pas pour rien que c'est lui qui remarque aussi ce rouge sur la porte de la Sorbonne. Donc, ils se situent en observateur et en spectateur, et ils s'inscrivent, ces écrivains, et notamment ces écrivains anticommunards, dans les pas, en fait, de promeneurs, de flâneurs, observateurs du Paris du XIXe siècle et ici du Paris communard. Et j'y reviendrai donc sur cette espèce de filiation finalement entre le 1er XIXe siècle et la commune qu'ils établissent. Alors, on peut aussi voir ces traversées de Paris dans certains écrits pro-communards, mais dans des récits postérieurs, dans des récits rétrospectifs et qui sont un peu différents, j'y reviendrai. Alors, c'est ici en fait une question centrale, cette observation de Paris, cette déambulation finalement, parce que on a là un ensemble de textes, de descriptions du Paris de la commune qui façonnent notre imaginaire, car il y a bien un imaginaire de la commune, un imaginaire qui repose à la fois sur les images, alors les gravures, les photographies, etc., mais qui repose aussi sur ces récits, et en particulier sur ces récits de traversée, de déambulation dans Paris communard. Or, ces récits esquissent une géographie particulière du Paris de la commune, sur laquelle je vais revenir, et élaborent aussi des tableaux de Paris, des tableaux qui, en fait, se font dans la tradition du tableau parisien. Alors, je vais voir ces trois aspects, enfin, ces deux aspects, et puis la fin sur la question des écrits anticommunards, pro-communards. Tout d'abord, ce qui concerne le maintien, finalement, de déambulation dans Paris de la commune. Premier constat, ceux qui se placent en qualité d'observateurs extérieurs et non d'acteurs, donc qui ne prennent pas part à l'insurrection ou qui sont opposés, prétendent rendre compte du Paris de la commune à chaud. Donc ils ne sont pas acteurs, mais ils en rendent compte, même si en réalité, donc, leur écriture est en fait retravaillée. Alors, ils peuvent parcourir la ville, et ils continuent de le faire. Et on sait bien maintenant que la vie à Paris en 1871 n'est pas celle du désordre généralisé. Ces traversées de la ville en témoignent par le seul fait qu'elles existent et aussi par ce qu'elles montrent. Mais il faut aller au-delà de ce simple constat, parce que ces traversées de la ville, en tout cas celles qui sont les plus connues, renvoient à une pratique assumée qui est celle de la flânerie, donc qui existe depuis, qui est présente, disons, de façon importante depuis la fin du XVIIIe siècle et puis dans la première moitié du XIXe siècle, avec, on pourrait partir de Louis-Sébastien Mercier, puis on continuer ainsi. Et elle donne lieu à ce qu'on pourrait désigner, y compris dans le Paris communard, comme une littérature flâneuse. Alors, cette littérature flâneuse, on en a un exemple avec le témoignage
puisqu'il le montre aussi comme un témoignage, utilisant le recours au genre diariste qui est celui d'Edmond de Goncourt, donc du journal d'Edmond de Goncourt, même si ce journal est publié après, sous forme avec 9 volumes d'extraits dans les années 1880-1890. Alors, même si le journal est publié après, donc s'il y a une réécriture, il montre ces déambulations parisiennes à la fois pendant la guerre et le siège, mais aussi pendant la Commune. Et il parcourt Paris constamment. En tout cas, il se montre parcourant Paris constamment, d'abord partant de sa maison d'Auteuil, usant et abusant du chemin de fer de ceinture et de l'omnibus, puis partant de l'appartement de son ami Burti sur le boulevard au coin de la rue Vivienne. Alors, je précise parce que ça va m'amener à dire autre chose. À partir de janvier 1871, lorsque commencent les bombardements prussiens, puis il repart à Auteuil, puis de nouveau il parcourt Paris à partir cette fois-ci d'un appartement de la rue de l'Arcade, dans le 8e arrondissement près de la Madeleine, qu'il rejoint à la mi-avril 1871, cette fois-ci pour échapper, si je puis dire, au bombardement versaillais. Pendant le siège, il est observateur des quartiers bombardés de Paris, et pendant la Commune, il est observateur du boulevard Montmartre, de l'Hôtel de Ville, dès le 19 mars. Le 20 mars, il déambule de nouveau sur le boulevard, puis dans le 2e, dans le 8e, etc. Or, il déambule, il traverse Paris essentiellement sur la rive droite, dans un périmètre, les boulevards et les alentours, jusqu'au Nouvel Opéra, la Madeleine, les Tuileries, la place Vendôme, la place de la Concorde, les Champs-Élysées. Il va jusqu'à Bastille. On a également quelques déambulations jusqu'à l'Hôtel de Ville et rive gauche, essentiellement, uniquement d'ailleurs, le Jardin des Plantes, et j'y reviendrai. Alors, autre type de source qui aussi se veut être, qui utilise la forme du journal comme gage de sincérité de l'observateur, comme gage de fidélité à l'événement, celle de le journal, les 73 journées de la Commune, de Catulle-Mendès, qui sont publiées en juin 1871. Et Catulle-Mendès, avec cette publication qui est très précoce, insiste sur le caractère vraiment d'immédiateté, de fidélité, bien qu'il ait été possible qu'il n'ait pas été à Paris pendant la Commune. Mais, d'autre part, sa pratique de la flânerie est moins systématique, moins frappante que celle que l'on voit chez Goncourt, mais on y retrouve les déambulations dans le boulevard, rue du Faubourg-Montmartre, rue de Rouault. Or, cette littérature dont nous sommes, qu'on pourrait appeler observatrice, dont nous sommes en partie dépendants pour l'approche du Paris de la Commune, renvoie à une géographie tout à fait particulière de Paris, qui relève de deux choses. D'une part, de l'inscription de la Commune dans l'espace parisien, et d'autre part, de la position de ses scripteurs, de ses écrivains anticommunards. Alors, inscription de la Commune dans l'espace parisien, on le voit puisque on retrouve tous les lieux emblématiques, et c'est ça qui façonne notre imaginaire aussi. Ce sont ces lieux emblématiques et stratégiques que sont l'Hôtel de Ville comme lieu du pouvoir nouveau. Donc Goncourt dit le 19 mars « Je prends ma course vers l'Hôtel de Ville ». Le quai et les deux grandes rues qui mènent à l'Hôtel de Ville sont fermés par des barricades avec des cordons de garde nationaux en avant. L'Hôtel de Ville, la place Vendôme, bien sûr, avec l'échafaud, pour reprendre l'expression de Goncourt en avril, qui se dresse pour la démolition de la colonne. Les Tuileries, avec la fameuse occupation des Tuileries au moment des concerts. Et Catulle-Mendès, le 16 mai, déclare « Je reçus un prospectus par l'intermédiaire de ma concierge. Il s'agissait d'un concert mêlé de déclamations. Je ne mis pas de gants blancs par savoir-vivre et je m'acheminais vers le palais. » Donc, de nouveau, traversée vers les Tuileries.
Alors, Hôtel de Ville, place Vendôme, Tuileries, place de la Concorde avec la fameuse barricade dont a parlé Quentin de Lermoz, cette barricade qui doit montrer la commune, hein, la fameuse barricade Saint-Florentin. Goncourt en parle en avril. Barrière de l'Étoile également et Champs-Élysées qui reviennent à chaque fois dans cette littérature flâneuse. Donc une littérature qui dessine finalement une géographie très lisible du Paris de la Commune, qui correspond au cœur de la Commune dont a parlé Jean-Louis Robert, qui correspond finalement à l'inscription la plus forte de celle-ci dans l'espace parisien. Donc le château Gaillard pour la Concorde, la Guerre pour la barrière de l'Étoile, etc. Cette géographie est d'autant plus lisible qu'elle est en plus l'objet des mêmes, que les mêmes lieux sont l'objet de gravures et de photographies. Alors pour l'Hôtel de Ville, la fameuse gravure de la proclamation du 28 mars, et puis il y a aussi des photographies de barricades près de l'Hôtel de Ville. La fameuse photographie de la barricade de la rue Saint-Florentin, et puis la multitude des photographies pour la colonne Vendôme. Mais cette géographie est aussi déterminée par ses scripteurs, parce que, au fond, ce qui est le plus important pour eux, c'est le boulevard. Donc oui, les lieux emblématiques, oui, les lieux stratégiques, mais ce qu'ils voient du Paris de la Commune, c'est le boulevard. Alors, un boulevard qui finalement donne le pouls de la Révolution et surtout, et là je renvoie à ce que disait Jean-Louis Robert ce matin dans la discussion sur le cœur de Paris, sur le centre qui était reconquis, ces observateurs insistent sur le fait que ce boulevard est conquis par le peuple qui en a pris possession en mars, peuple qui est personnifié dans leurs écrits par le Bellevillois. Donc les cohortes de Belleville, le Bellevillois, terme générique en fait pour désigner le communard. Alors Goncourt écrit le 20 mars, hein, et j'attire votre attention sur cette phrase, et les cohortes de Belleville, en face de Tortoni, foulent notre boulevard conquis. On voit bien vraiment cette conquête du cœur de Paris. Alors, ce boulevard, il peut être aussi, puisqu'il donne le pouls de la Révolution, il peut aussi être indifférent à la Commune. Et Catulle Mendes, en avril, insiste sur le Paris flâneur, hein, c'est le titre de son chapitre, Paris souriant, Paris flâneur, avec Paris qui prend son boc au Café de Madrid ou au Café Riche, où il peut être crépusculaire, à la fin du mois de mai, avec un boulevard qui apparaît très long, où les passants ne sont simplement des passants et ne sont pas des promeneurs, avec, là encore, un changement qui serait induit par la Commune et surtout la fin de la Commune. Mais ce qu'on observe, c'est qu'au fond, on a des quartiers entiers qui sont laissés dans l'ombre, et ce qui montre aussi que nos représentations sont fragiles, hein, puisque cette littérature, ces déambulations, dessinent finalement une centralité et des marges dans notre appréhension visuelle du Paris de la Commune. On ne voit jamais les quartiers périphériques, on ne voit jamais les fameux quartiers du Sud. Alors certes, il s'y passe moins de choses, on a parlé du 13e ce matin, mais enfin, on ne voit jamais le 13e, on ne voit jamais le 14e, très peu la rive gauche. Et même ces fameux quartiers du Nord-Est sont absents de cette représentation du Paris de la Commune, de ces traversées finalement, qui ne sont pas des traversées, hein, qui sont des traversées d'une partie du Paris de la Commune. Donc finalement, cette ville est bien reconquise, puisque ces flâneries le disent à leur manière, par l'investissement du centre par ces fameux Bellevillois, entre guillemets, et par le fait que cette écriture flâneuse s'arrête aux portes de ces arrondissements périphériques et populaires. Arrondissements qui sont finalement connus par les archives, on en a parlé ce matin, qui vont être bien connus par les cartes qu'on a déjà et qu'on va avoir grâce au travail effectué à partir du métron, mais qui sont connus aussi par quelques photos. Hein. Je pense par exemple à la chaussée de Ménilmontant, à la photo de la barricade de la chaussée de Ménilmontant, de la rue d'Allemagne, de la rue de Flandre, mais qui au fond ne sont pas connus autrement que par ces quelques données. Et c'est bien à une reconquête de l'ensemble de l'espace parisien
que va se lancer Goncourt à la fin de la Commune. C'est tout à fait frappant, hein. On a cette fois-ci la fin d'une ville en révolution, puisque le 1er juin, donc juste après, vraiment la semaine sanglante vient de se terminer, surtout dans cet espace-là. Et le 1er juin, que fait Goncourt? Il se lance, dit-il, dans une immense course en voiture de Paris, c'est-à-dire qu'il reconquiert Paris, hein, passant par la rue de Rivoli, la rue Saint-Antoine, Bastille, là où il allait au moment de la Commune, mais aussi Belleville, Charonne, la place du Trône et Bercy. Non, on a vraiment cette reconquête symbolique. Et je ne résiste pas à la tentation de vous lire ce qu'il écrit quand même sur ce parcours de nouveau dans les espaces périphériques, qu'il avait déjà parcouru avant la Commune. Hein. Nous remontons Belleville. Dans le bas de la grande rue, la trace d'un chaud combat, trace qui s'efface et disparaît dans la partie élevée, où apparaît seulement par-ci par-là une érafure blanche sur un mur. Mais dans toute la montée, des restes de barricades sur lesquels passe, en nous cahotant, notre coupé, avec évidemment là l'aspect totalement symbolique du coupé qui passe sur la barricade, hein, qui l'écrase. Alors qu'elle a déjà été écrasée d'ailleurs. Des rues vides, des gens qui boivent dans les cabarets avec des visages mauvaisement muets, l'apparence d'un quartier vaincu mais non soumis. De petits groupes de lignards se promènent le fusil à l'épaule, s'appuyant sur des cannes qu'ils se sont faites avec des baguettes de fusil d'insurgés. À presque tous les détours de ces rues faubouriennes, on tombe dans un campement de pantalons rouges, au pied de petits arbres, écorchés de balles et portant sur leur branchage le pittoresque accumuli de leurs sacs et de leurs gibernes. Et là aussi, on peut penser d'ailleurs à la photographie de ces soldats qui sont à Belleville à la fin de la semaine sanglante. Alors, en plus de cette géographie particulière parisienne, hein, qui a été bouleversée, on a une transformation, enfin ces témoignages font part d'une transformation de la rue au quotidien par l'intermédiaire de tableaux. Et on revoit tous les éléments des tableaux parisiens, puisqu'il y a à la fois une typification de ceux qui peuplent la rue. Il y a donc l'élaboration de types communards qui vont s'inscrire dans la lignée des typifications précédentes, mais en montrant aussi la rupture que constitue la Révolution. Il y a de nouvelles écritures et la retranscription de nouvelles écritures de la ville révolutionnaire, donc de nouveaux signes finalement de la ville révolutionnaire, les éléments d'une nouvelle sémiologie de Paris. Et puis, il y a la retranscription de faits divers, de micro-spectacles qui disent la rue au quotidien. Alors, élaboration de types communards qui caractérisent le Paris de 1871. On les voit à chaque fois dans cette littérature qui forge notre imaginaire. C'est le Garde national, c'est le Bellevillois, donc les bataillons de Belleville, les corps de Belleville, ou encore Place Vendôme, en avril, et je cite Goncourt, « La place est le centre d'un ourvari terrible et d'une fantasia de costumes impossibles. L'on y voit des gardes nationaux extraordinaires, un, entre autres, qui semble un des nains de Vélasquez, affublé d'une capote civique, de dessous laquelle sortent des pieds tors. » Et j'en profite pour rappeler aussi ces fameux types qu'on a dans les images, notamment les types de Bertal, qui s'intitule « Les communeux 1871 », dont on parle beaucoup à l'heure actuelle en disant « c'est merveilleux ce spectacle des communards », sauf qu'il s'agit de types anticommunards. Hein. Et si on regarde bien, on voit très bien que ça renvoie à cette typification. Catulle Mendes dit la même chose, hein, il parle des physionomies lors du concert des Palais des Tuileries, donc des physionomies écœurantes ou patibulaires, même les femmes, même jolies, répugnent un peu. Alors, en plus de cette typification, on a de nouveaux signes de la ville révolutionnaire. Quentin de Lermoz a parlé des drapeaux, hein, le drapeau rouge. Dabo évoque ce drapeau rouge. Catulle Mendes le fait également pour la Bastille. Goncourt le fait également. Malvina Blanchecotte aussi. Et à ce drapeau rouge s'ajoutent les affiches. Et là encore, je citerai Goncourt en avril, des affiches, toujours des affiches, encore des affiches. Le papier blanc fait des épaisseurs sur le mur. Signe nouveau hein, de la rue communarde. Et le 1er juin, lorsque la commune est terminée,
eh bien, c'est l'affiche aussi qui disparaît. C'est la fin de l'affiche de la commune, c'est ce que, là encore, dit Goncourt. Le 1er juin, donc par le vent du soir, les affiches de la commune qu'on vient d'arracher des murs font sur le pavé le bruit de feuilles mortes chassées par une tourmente d'automne, et l'on entend le flottement rêche des tout neufs drapeaux tricolores, avec cette opposition tout à fait symbolique, là encore, entre l'affiche comme signe de la commune dans la rue et puis le drapeau tricolore qui est le vainqueur. À cela, il faudrait ajouter dans ces signes le crieur de journaux et la transformation sonore de Paris, puisque chacun, dans cette littérature flâneuse, dans ces déambulations, remarque, puisqu'il s'agit d'écrivains anticommunards, c'est le terme qu'ils emploient, le glapissement du soir de la commune de la sociale, chez Goncourt. Chez Catulle-Mendès, ce sont les fillettes et les gamins qui glapissent les titres de journaux. On a donc une ville qui est en proie au vacarme révolutionnaire, vacarme donc permanent. Or, enfin, troisième aspect, la retranscription des faits divers ou de micro-spectacles. Alors, par exemple, Catulle-Mendès voit au moment du concert des Tuileries ces femmes et ces hommes, donc ces figures répugnantes, ces types répugnants, cracher et mâcher des impériales, qui sont des cigares. Goncourt, le 17 avril, écrit « Un signe des temps, je vois un homme en coupé qui se mouche avec ses doigts à la portière ». Donc là encore, un micro-spectacle. Il faudrait ajouter le spectacle des clubs. À chaque fois, évidemment, mention d'un club. Donc ces écrivains anticommunards vont tous dans un club à un moment donné. Donc Goncourt en mai, je pénètre ce soir à Saint-Eustache où a lieu l'ouverture d'un club, puis suit la description. Catulle-Mendès, j'entre dans l'église Club Saint-Jacques, puis suit la description. Alors on a rappelé ce matin que les clubs étaient quelque chose de fondamental pour la commune. On dit beaucoup que le club est la parole libérée. J'ai envie de juste, par provocation, de dire que lorsque Maxime Vuillaume, qui est l'écrivain anticommunard connu, amène son ami Gilles, André Gilles, à une séance de club, Gilles conclut par « c'est ça un club, c'est moins rigolo que la messe de minuit » et je rigole quand je sais ce qu'en feront les historiens et comment raconteront ce que raconteront les historiens des clubs. Sous-entendu, ils insisteront beaucoup sur les clubs. Au fond, c'était peut-être pas si important que ça. Mais je laisse la question ouverte. Alors, micro-spectacle aussi, avec les corbillards, les enterrements des gardes nationaux. On pourrait rajouter la foire au jambon, enfin toute une série d'événements qui reviennent à chaque fois dans cette littérature flâneuse. En contraste, il y a des lieux de refuge dans la ville, dans ce Paris communard, qui sont établis par ces auteurs. Ces lieux de refuge, c'est d'abord le jardin, et pour Goncourt, le jardin des plantes. On voit dans ces déambulations, il ne va jamais rive gauche. Le seul endroit où il va rive gauche, c'est au jardin des plantes. C'est une éventuelle cachette, dit-il, mais surtout, ce qu'il note, c'est le silence. Et là, on voit bien le contraste entre le silence et le vacarme révolutionnaire du Paris de la Commune. Et puis, le jardin, c'est le caractère immuable du cadre naturel, du cadre animalier qui n'est pas perverti par la Révolution. En plus du jardin comme espace de refuge, il y a des bribes d'espaces préservés dans ce Paris de la Commune. Alors, l'espace privé, l'espace de l'appartement, qui est en dehors de l'agitation de la ville. Là encore, on le voit chez ces écrivains observateurs, chez ces écrivains qui insistent sur les déambulations. Donc, il y a leur déambulation dans Paris et puis le refuge dans l'appartement. Catulle-Mendès écrit « J'étais chez moi écrivant », donc on voit bien là le refuge que peut être l'espace privé. Espace préservé, la ville étant soumise à la Révolution, et Goncourt également se réfugie dans cet appartement de Burti ou rue de l'Arcade. On a aussi quelques restaurants et cafés qui rappellent l'ancien monde et qui finalement vont avoir une fonction qui recrée un espace privé par rapport à l'espace de la ville qui est un espace révolutionnaire. Combien ? 5 minutes, c'est parfait.
Je rajouterai que cet espace de l'appartement, c'est aussi l'espace privé au moment de la semaine sanglante. Et c'est très frappant de voir que ceux qui déambulent dans Paris, ces observateurs, ces flâneurs du Paris de la Commune, vont observer la semaine sanglante de leurs fenêtres. Et cette fois-ci, donc, évidemment, ils ne parcourent pas Paris, mais ils ne peuvent pas s'empêcher de regarder par cette fenêtre, de regarder ceux qui se font tuer. Donc Goncourt, le 23 mai, voilà le spectacle que j'ai par le rideau entourant la fenêtre. Et puis ensuite, il monte au belvédère et il regarde donc le drapeau tricolore qui va flotter sur Montmartre. Et par ailleurs, de la fenêtre de Burti, il regarde la prise de la barricade de la rue Drouot et l'agonie des communards. Alors, pour terminer, bien que ne répondant pas aux mêmes objectifs, il y a des ouvrages pro-communards rétrospectifs qui font eux aussi des traversées de Paris, mais on n'est plus du tout dans la littérature de l'observateur, la littérature flâneuse, on est plutôt dans une retranscription de lieux qui sont transfigurés par l'ère nouvelle, comme une réponse aux anticommunards. Et l'exemple le plus frappant, c'est celui de Lissa Garay en 1896, donc l'histoire de la Commune de 1871, qui offre lui aussi une traversée de Paris, mais qui est une traversée de Paris qui se fait en un seul jour, et non au jour le jour, selon le genre diariste. Au chapitre 25, donc on a la description de Paris la veille de la mort. Et comment se fait cette description de Paris la veille de la mort? C'est une traversée de Paris, mais en un seul jour, avec le regroupement de tout ce qui peut caractériser ce Paris de la Commune. Donc, gravons, dit Lissa Garay, dans l'histoire sa lumineuse physionomie. Partons de la Bastille, et là, donc, suit la déambulation, enfin, le trajet de la Bastille à la Roquette, au Père-Lachaise, au Grand Boulevard, à la rue de Rivoli, au Champ de Mars, etc. Et puis, ça se termine à la fin, le soir, où on a à la fois les théâtres, les clubs, le concert des Tuileries. Et on voit bien ici que, face aux déambulations et aux tableaux anticommunards, on a la création d'une déambulation dont le caractère fictif est assumé, tout en un jour, pour offrir cette fois-ci un tableau de Paris, évidemment, tout en contraste de celui qui a été présenté auparavant, qui est un tableau du Paris enthousiaste, fraternel, libre et sûr. Et d'ailleurs, vient ensuite une description, un tableau de Versailles, non pas une description de Versailles, mais un tableau de Versailles dans l'œuvre de Lissa Garay. Alors, je termine. On pourrait aussi dire que les écrits communards tels que ceux de Maxime Vuillaume, Louise Michel ou Victorine Brochet, dont on parle beaucoup à l'heure actuelle, sont des traversées de Paris. Sauf qu'en réalité, Maxime Vuillaume, Mes Cahiers rouges est un peu différent parce qu'il y a des dialogues, des retours en arrière. Mais si l'on prend ce qu'écrit Maxime Vuillaume sur le quartier latin après l'entrée de l'armée versaillaise à Paris, ce qu'écrit Louise Michel, ou plus encore ce qu'écrit Victorine Brochet sur le 20e arrondissement au moment de la semaine sanglante, on est très loin, bien sûr, de la flânerie déambulatoire, puisqu'il s'agit véritablement de la fin, de l'agonie de la Commune. Donc, il est vraiment difficile de les comparer. Au fond, donc, notre représentation de la Commune dépend en partie de ces parcours urbains sur lesquels j'ai développé et de ces arrêts sur image qui offrent des récits visuels durables et qui donc construisent un imaginaire durable du Paris de la Commune qui correspond aux lieux névralgiques, mais pas seulement. Et en fait, les travaux actuels dont on a parlé ce matin, qui insistent sur l'étude des arrondissements et des quartiers, au fond, invitent à rendre visible ce qui n'était pas visible, à savoir tous les espaces parisiens, et notamment ceux de la périphérie. Et je pense qu'ils invitent aussi à repenser autrement la géographie parisienne, pas simplement de manière statique, comme on l'a dit ce matin, donc voilà ce qui se passe dans tel arrondissement, dans tel quartier, mais probablement aussi à repenser la géographie parisienne de manière dynamique, c'est-à-dire comment on se déplace d'un quartier à l'autre, quels sont les liens entre les quartiers, entre les arrondissements et entre ce fameux centre et la périphérie. Voilà. Et j'espère qu'on aura
beaucoup de réponses à ces questions avec les cartes du métron qui, à mon avis, pourraient permettre de répondre à ces questions, en partie. Voilà, merci.